Yo! Je suis fier de l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois Daniel Grenier des Chicken Swell et je suis heureux de l'épisode parce qu'on a beaucoup parlé de sa relation avec son père. Et Daniel, il a un très mauvais père. On en parle vraiment longtemps dans le podcast. Et Daniel, c'est la preuve que tu peux avoir un mauvais père. C'est pas parce que tu as un mauvais père que tu es damné à être malheureux et rien accomplir. Daniel, même s'il a un père vraiment horrible, il a réussi à accomplir ce qu'il voulait, réaliser ses rêves, avoir une bonne relation amoureuse, avoir une bonne relation avec son fils. Il n'a pas été damné, puis ça, je trouve que c'est beau entendre ça. Parce que quand on a des mauvais parents, des fois, notre peur, c'est « Ah, fuck, je suis fait. Vu que j'ai des mauvais parents, je vais jamais m'en sortir, je vais être horrible. » Parce que souvent, avoir des mauvais parents, ça signifie pas avoir confiance en nous. Ils rentrent dans nos têtes. Avoir des mauvais parents, ils rentrent dans ta tête, puis t'es coincé avec ça. Pas Daniel, il a réussi à s'en extirper. Ça, je suis extrêmement heureux d'entendre ça et de partager ça avec vous. Pour ceux qui ont des mauvais parents. Ceux qui ont des bons parents, yeah! On parle beaucoup du privilège blanc ces temps-ci. J'ai envie d'avancer le privilège d'avoir des bons parents. C'est un super privilège. Extraordinaire. Si t'as des mauvais parents, je déteste l'expression, pas l'expression, je déteste le commandement « tu honoreras ton père ». Fuck that. Si ton père a été horrible, t'as pas à l'honorer. Si ta mère a été une idiote, t'as pas à l'honorer. Vis pour toi. Honore tes amis, honore tes rêves, honore tes engagements, honore ta propre personne, mais honore pas quelqu'un de ridicule qui t'a fait du mal. Fuck that. Si t'es un mauvais parent, tu peux soit arrêter d'y parler. Ça, des fois, si on a des mauvais parents, on oublie ça. Après un certain âge, tu peux juste arrêter de parler à quelqu'un qui te fait du mal. Mais le plus important, ça c'est Daniel qui m'a appris ça, faut que tu pardonnes à ton père, ou à ta mère, ou aux deux. Pas pour leur faire plaisir, pour te pardonner à toi-même. Parce que si tu pardonnes pas, tu vas haïr. Tu vas ressentir de la haine. Puis de la haine, c'est tellement d'énergie mal investie. De la haine, ça brûle tellement de calories. De la haine, c'est de l'espace dans ton cerveau. Et ils méritent pas ça. Alors, pardonne-leur pour pouvoir passer à autre chose. Pardonne-leur pour pouvoir plus de temps pour aimer tes amis, aimer tes proches, aimer ta blonde, aimer ton chum, aimer les gens qui t'aiment en retour. Alors voilà. Oui, gang, avant, j'ai un Patreon. S'il vous plaît, donnez de l'argent à mon Patreon. Ça vous permet de voir les épisodes plus rapidement. Moi, dès que j'ai un épisode de prêt, je le mets là. Il n'y a pas une fois par semaine. Dès que j'ai un épisode, je le mets là. Aussi, ça m'encourage énormément. Pas juste ça m'encourage, là, je ne suis pas des cheerleaders. Ça me permet de continuer le podcast. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Les commentaires sont toujours appréciés. Les likes sont toujours appréciés. Quand vous venez me parler, c'est toujours apprécié. Je vous aime. Et je t'en manque constant d'attention. Alors, ça va jamais être trop. Bon podcast! Daniel, bonjour! Salut! Commençons très abruptement. T'es né en quelle année? En 1972. Ah ben là, y avait-tu une autre question? Non, oui, en 1972. Et où? À Victo. Yeah, Victo! 7 septembre 1972. J'ai 47 ans, je vais avoir 48 ans bientôt. Ça va... le 6 juin, là, ça va passer, je sais pas quand, votre... Sur Patreon, genre demain. Ah, ben, ça va... Ben, demain, ça fait 30 ans que je fais de l'humour. Ah! Joyeux anniversaire! Merci. 30 ans que les Chicken Swell ont fait leur premier spectacle. OK, bon, on part là-dedans tout de suite. Le premier spectacle des Chicks, qu'est-ce qui s'est produit? On a décidé de faire un spectacle pour se payer une limousine pour notre bal des finissants. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, on a commencé. Dans le fond, la première affaire qu'on a faite, c'était moi et Francis au départ. Moi, Francis Cloutier, le blond, le bleu des Chicken Swell, là. On avait fait un exposé oral en anglais, puis c'était la première fois qu'on avait écrit un sketch ensemble, puis après on a dit crime, il y avait une soirée d'humour à Victoriaville, puis on a dit crime, on va aller faire l'audition devant le gars qui fait les soirées d'humour. On avait comme 15, on avait 16 ans parce que j'avais ma voiture en tout cas. Puis là on est allé faire l'audition. Puis le soir, le gars il a dit vous pouvez venir voir la soirée ce soir, mais vous allez passer la semaine prochaine. Fait qu'on était allé voir la soirée, puis il avait volé de nos gags, de notre numéro. 4 de nos gags, les seuls 4 qu'on avait dans notre numéro, puis on faisait ben voyons,
il a volé nos gags. Fuck off! Ça a commencé de même, les Chicken Swell. Puis là, Robin Aubert, puis Marc Perrault, ces deux... Ben, Robin Aubert, vous le connaissez. Marc Perrault, c'est un gars de Victo. Puis on savait qu'eux autres, ils avaient participé à cette soirée-là. Puis j'ai fait, crème, on s'en va voir Robin. Puis on part un groupe d'humour. Fait que moi, je m'en vais voir Robin. Puis je dis, man, on part un groupe d'humour que ça s'appelle... Puis là, je savais pas le nom. C'est Robin et Francis qui ont trouvé le nom. Mais j'ai dit, on se part un groupe d'humour. Puis on fait un show d'humour. On fait pas, nous autres, on s'est fait voler nos gags. On s'en va pas faire notre show dans le bar. Puis on fait un show d'humour. Puis on garde l'argent. Puis on se paye une limousine pour notre balle définissant. Ils ont fait, all right! Fait que là, on capotait, mon gars. On est parti, on se promenait. Là, quand on a décidé ça, je pense qu'il était comme 9h30 ou 11h, 9h30, 10h le soir à Victo. Puis il y a la rue principale à Victo. Fait que moi, je me promenais avec ma tercelle, puis on avait les fenêtres baissées. Puis là, quand on avait trouvé le nom, là, on criait « Chicken Swell! » Il n'y avait personne dans la rue. On était comme des imbéciles qui criaient « Chicken Swell! Chicken Swell! » Puis là, on arrive à une lumière, puis on crie « Chicken Swell! » Il y a un gars qui dit « Quoi? Vous voulez vous battre, vous autres? » Non, on disait « On se part un groupe d'humour! » C'est extraordinaire! Ouais, fait que ça a commencé de même. Puis là, on est allé voir le directeur de notre école dans le temps, à Polyvalente Le Boisé, puis il a dit « Je vous prête la salle gratuitement parce que vous voulez vous partir un groupe d'humour. » On vendait nos billets de 2 piastres puis 3 piastres à l'entrée. Ce qui est gigantesque en 1972. Ben non, ben là, c'est pas quand je suis né que je l'ai fait, le show. Parce que... Je pouvais pas conduire mon char. J'avais pas de tercelle à 0, hein? Oui, c'est un prix tout à fait adéquat, oui. OK, 2 ou 3 piastres, OK. Ouais, fait que, ben là, c'était 2 ou 3 piastres. Puis, on avait, 16 ans, puis ça a été sold out. Puis on capotait. T'sais, on a écrit comme un show. On savait même pas. Parce que moi puis Francis, dans le fond, là, ça a commencé que moi puis Francis, on a regardé un gala juste pour rire, puis on a vu le groupe Sanguin qui faisait le sketch de l'hôpital, le sketch de l'urgence. Puis au début, on avait juste écrit un sketch. Francis avait genre écrit un sketch un peu inspiré de ça. Puis il avait fait ça dans un spectacle qui s'appelle Polyramix à Victoriaville. Puis après ça, moi, je faisais un petit personnage là-dedans. Puis après, moi puis Francis, on a commencé à écrire un sketch d'humour ensemble. Mais les deux, le groupe Sanguin, nous a marqué au bout, puis c'est sûr que RBO aussi, puis les Bleus Poudres aussi, mais tu sais, quand on avait vu le groupe Sanguin, on avait fait « Wow! » il y avait une grande sensibilité. Ils ont une grande sensibilité, le groupe Sanguin, là, une très grande sensibilité, puis une finesse qu'on a fait « Wow! » ça nous a vraiment rentré dedans, puis après ça, ben on a fait notre show des Chicken Swell, puis après ça, on a essayé de faire une mini-tournée. Ça ressemblait à quoi, les Chicken Swell, à 16 ans? C'était flyé en tabarnouche, mon gars. Je me rappelle qu'on avait un sketch on avait trouvé des coussins chez ma mère, mais on s'était mis des coussins sur la tête, puis on faisait comme des extraterrestres qui venaient, là, avec des... C'était notre costume, c'était juste des coussins. Puis c'était weird, mais... on commençait le spectacle en genre se dévêtissant. En se déshabillant, disons-le. En se déshabillant, mais c'était comme les... Bon, c'est parce qu'on avait dit les Chicken Swell, la nouvelle mode de l'humour. Fait que là, on avait été acheter des vieux costumes, tout super lettres, avec des... Tu sais, avec des froufrous, c'était dégueulasse. Puis on commençait en se déshabillant, puis on finissait le show, on se rhabillait. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Ben, c'est une idée de... Je suis dans une tercelle, puis on crie à Victoriaville, go les chicks. Bon, ouais, puis on n'avait pas de moyen de s'exprimer à part le bar qui nous vole des jokes, fait qu'on a fait nos affaires. Puis là, ben... On faisait ça, puis on faisait des sketchs, là, tu sais, puis il y avait beaucoup de musique aussi, puis... Ah, mais faut-tu... Excuse-moi, ça, c'est le Mike Ward en moi qui sort, là, l'influence Mike Ward. Faut-tu être une vidange pour voler à des kids de 16 ans? Déjà, voler, c'est pas fort. Ouais. Mais voler à des petits gars de 16 ans... C'est ça, c'est dégueulasse, sauf que en 90, le monde était moins conscient que voler un gag, c'était grave. C'est un commandement quand même. Dans les commandements, tu ne voleras pas. C'est comme une vieille mœurs sociale. On dirait que, tu sais, voler pour les gens, c'est voler un objet, mais voler de la propriété culturelle, ça paraît moins, tu sais, tu le vois pas vraiment, tu sais, c'est comme, pas comme si tu avais l'objet chez toi, tu sais, comme... C'est difficile à savoir, mais c'est un vol pareil. Là, je suis pas en train de dire que c'est correct, mais je suis en train de dire que c'est plus difficile parce que y a plein de monde qui sont pas au courant de plein de gags qui ont été volés aussi, là, présentement, qui sont dans plein de salles, puis que des gens qui ont beaucoup de succès ont volé des idées à d'autres, mais que le monde le savent pas, tu sais. Le monde ne le savent pas. Ils sont comme « Ah, c'est bon! » Oh, c'est génial qu'ils pensent à ça. C'est génial qu'ils pensent à voler. Il y a combien de musiciens qui ont vu
un groupe de musique vraiment populaire, on va prendre leur style, leur rythme, let's go. Il y a beaucoup d'inspiration qui se fait quand même, tu sais, parce que... Excuse-moi, j'ai le coronavirus. Mais non, il y a plein... on est presque à la bonne distance. Mais... Non, mais c'est ça. Mais moi, tu sais, mettons que toute ma vie, j'ai écouté du grunge, beaucoup de grunge, tu sais, fait que... C'est sûr, quand je fais de la musique, j'ai une influence de grunge, tu sais, puis j'ai Pearl Jam qui est en dedans de moi, qui est des Tragically Hip, Gordon Downey, tu sais, c'est des... Tu sais, puis de la musique, tu sais, j'ai beaucoup écouté de rock, fait que c'est sûr, quand je compose des tunes, ben, tu sais, sûrement que je me suis imprégné de ça toute ma vie, tu sais, c'est comme... Oui, pète puis répète, c'est une tune rock. Là. C'est une tune rock. Tu sais, c'est comme si tu laisses macérer du poisson dans de la saumure, ben ça va goûter la saumure. Voilà. C'est du poisson au départ. Là, c'est vrai. C'est ça que c'est une belle nuance entre l'influence et copier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, on s'imprègne de qu'est-ce qu'on voit dans les arts, puis qu'est-ce qui nous inspire. Puis des fois, on s'en rend même pas compte. Tu sais, des fois, j'entends un mot. Tu sais, comme là, j'ai entendu un gars qui parlait à la radio hier, puis je trouvais ça super beau. Puis c'est une image qui me fait du bien, puis qui s'imprègne en moi. Mais de quelle façon, je ne sais pas. Là, mais tu sais, je pense qu'il disait que souvent, les gens qui écrivent, c'est parce qu'ils veulent recréer une vie plus intéressante, des fois, que la vie qu'ils ont, que la vie qu'ils voient, tu sais. Fait que je trouvais ça c'est très beau, poétique, profond. Tu sais, puis de dire, ils veulent recréer une autre vie qui leur parle plus peut-être que la vie qu'ils vivent présentement. Fait que, tu sais, même si jamais que je vais copier, ben c'est pas du copiage, c'est juste, le sentiment de la profondeur de cette phrase-là. Dans le fond, si il rentre en moi, peut-être que je vais vraiment comprendre le sens pur de cette profondeur de cette phrase-là, puis elle va peut-être m'habiter puis me rendre plus profond, tu sais, je sais pas. Ah, ben oui. Peut-être. Sans doute. Non, mais je comprends avec lui. Je comprends. Moi, très tôt, j'ai lu Charles Bukowski qui parlait d'un autre écrivain qui s'appelle Fente, je me souviens plus de son prénom, puis il avait dit, moi, je l'aimais, cet écrivain-là, parce que c'était le seul qui criait. Puis ça m'a marqué, ça. Je me suis toujours rappelé de ça. Il criait. C'est le seul qui criait. Dans ses mots. Pas que c'était en majuscule ou rien. Il criait. Pas Marie-Chantal Dupin. Non! Mais ça m'a vraiment marqué que, il y a des gens, des fois, quand ils lisent, quand ils voient une œuvre d'art, ils veulent entendre crier. Ils n'ont pas de voix, ils sont en colère. Ils voient la colère nulle part. Ils voient que des gens sont heureux, mais pas eux. Je vais essayer d'être ça, moi. Je fais de l'art. Je vais essayer de crier. Moi, mettons, là, la première fois que j'ai entendu l'album 10 de Pearl Jam, j'ai fait crime, enfin, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend. Wow. J'ai fait enfin, crime, quelqu'un qui vide ses tripes à la table, puis que Eddie Vedder qui fait comme. Hey, il a vécu des affaires, puis, tu sais, des affaires d'une génération que. Difficile. Que les parents, tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai une mère merveilleuse. Oui, bien sûr. Oui, je connais un peu Michel, tu as une mère merveilleuse. Mais c'est ça, mais j'ai pas. Merveilleuse. Fait que c'est ça. Mais j'ai pas parlé de mon père. Mais c'est une autre game. Ça, c'est une autre. Mais c'est ça. Mais tu sais, avoir vécu des affaires, tu sais, moi, on n'a pas eu un bon père, tu sais. Fait que c'est sûr que de sentir Eddie Vedder chanter avec une fougue puis une rage que tu fais. Ça me parle, ça me libère en quelque part d'une certaine rage que j'ai depuis mon enfance. Puis là, je suis ado, puis je découvre Pearl Jam. Je fais, right. Que ça me fait du bien. Yes. Enfin, il y a quelqu'un que sa parole, mon émotion peut, mes émotions peuvent passer à travers ou leur musique passe à travers mon émotion ou un des deux, là, mais il y a un canal qui se crée que ça libère des affaires, tu sais. C'est curieux quand tu rends. Je me dis, pour certains artistes, quand ils rencontrent des gens qui trippent sur leur œuvre, ils ont l'impression que tu me connais. Non, mais non, tu me connais pas. Il doit y avoir une espèce de il y a une distance qui est pas là, mais qui est là pour vrai. Ça va être très curieux. Par rapport à quoi? Par exemple, Eddie Vedder, je suis sûr que tu as l'impression qu'il te connaît. Fait que si tu le rencontres, tu fais « Hein! » Mais lui, il te connaît pas. J'ai l'impression que je le connais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en même temps, je connais pas cette personne-là, mais je reconnais sa sensibilité. Je comprends. Tu sais, je fais, cette sensibilité-là, ça me parle, tu sais, fait que, puis ça me touche à des endroits que ça
ça m'a vraiment... Moi, la musique, là, ça a sauvé ma vie plusieurs fois, là, tu sais. OK, comment ça? Ben, parce que c'est quelque chose... Ben, ça m'a toujours sauvé la vie, tu sais. Même, tu sais, de Tragically Hip, à un moment donné, Gordon Downey, le chanteur de Tragically Hip, qui est décédé d'un cancer du cerveau, là, 2 ans, dans le fond. Puis c'est un des plus gros bands canadiens, dans le fond, les Tragically Hip. Pour ceux qui connaissent pas ça, ils ont quand même... tu sais, dans le fond, quand ils ont fait leur dernier spectacle à Kingston, à Kingston, en Ontario, c'était l'événement, le deuxième événement le plus regardé de tous les temps au Canada à la télévision, parce que les autres, ils sont natifs de... En tout cas, tout ça pour dire que même à un moment donné, ils m'ont tellement fait de bien dans ma vie que je leur ai écrit pour dire merci pour votre musique, vous m'avez aidé tellement, puis c'est pas grand-chose, mais... Non, c'est gigantesque. Ils font ça pour ça. Tu fais ça pour recevoir des messages comme ça. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, ça m'a sauvé la vie parce que ils m'ont... Souvent, si je me sentais pas bien, ben je mettais une toune qui pouvait m'aider à transformer l'émotion dans laquelle j'étais. Puis, tu sais, la musique, vivre sans musique, c'est impossible. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de musique, puis j'adore la musique. Puis, tu sais, juste rentrer dans un album, puis flyer avec eux autres dans leur créativité, puis dans... Leur force. Le chanteur, il chante avec beaucoup de... Intensité. Il chante avec sa gorge. Oui, de l'intensité, c'est bien dit. D'intensité. Puis, j'ai pleuré sa mort souvent, mon gars, à Gordon Downey. Là, tu peux pas savoir combien de fois. Même encore, j'en parle. Puis ça m'a. Ça t'émeut? Je l'ai tellement aimé, ce chanteur-là. Puis j'avais un show m'amener à Scott, en Beauce. C'était un festival du maïs. Puis c'était là, le dernier spectacle des Tragically Hip. Puis on pouvait le voir. Moi, je le checkais sur mon cellulaire dans les loges. Puis là, je check. Là, ça commence. Mais moi, je m'en allais sur la scène dans pas grand temps. Mais je commence à écouter ça. Je me suis mis à pleurer comme un bébé là dans les loges. Mon gars, j'étais plus capable de m'arrêter. Je pleurais. Puis on dit, mesdames et messieurs, on accueille Daniel Grelier. Je suis non, pas de suite. C'est un festival de blé d'Inde. Là, je veux pas brailler devant le monde qui sont comme, hey, on mange des épis de maïs. Moi, je suis comme, fuck. Là, je rentre sur scène, mon gars, et là, je m'essuie, puis j'essaie de chanter ma toune. Puis, hey, j'ai eu de la misère, puis un moment donné, c'est revenu, mais ouais, c'est ça. Fait que, la musique, c'est merveilleux. Bien sûr. Continuons là-dedans. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Ma tante m'avait amené une guitare quand j'avais 14 ans des États-Unis. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare à cet âge-là. Puis un moment donné, les Chicken Swell, on avait fait nos spectacles des Chicken Swell. Puis un moment donné, j'étais dans un groupe de musique qui s'appelait Les Vera à Victo. Puis on avait fait un spectacle, ça s'appelait Le Chaussure avec un soulier dessus. Là. Puis parce que ça a l'air qu'en région, des jeux de mots comme ça marche au bout. Pas juste en région, mais les gens... Non, mais c'est parce que je pensais à ça, tu sais, mettons des hôtels, là, d'un auberge à côté de l'océan qui s'appelle l'Auberge. Tu sais, puis là, c'est sûr que la madame, c'est pas une méchante, là. C'est sûr qu'elle est gentille, là. Elle fait ce qu'elle peut. C'est sûr qu'elle a des pantoufles en fantex quand tu rentres, puis elle t'offre des choses... Elle t'appelle mon chou. Elle t'appelle mon chou. Ça peut pas être du monde qui pète des pneus ou qui se battent, tu sais, c'est des gens... Tu sais, quand... C'est pas des fascistes. C'est pas des fascistes. Tu peux pas faire des jeux de mots puis aimer le fascisme. C'est un des deux. Ah ouais, c'est ça. Hitler a jamais fait jeu de mots. Jamais jeu de mots. Hitler a fait beaucoup de discours. Jamais jeu de mots. Jamais. Ah, mais c'est dommage. J'aurais dû, par exemple. Ça l'aurait Peut-être que ça aurait mis fin au jeu de mots. Malheureusement, pour la mémoire. Peut-être que ça aurait mis fin à sa carrière de gars qui tue tout le monde. C'est génial, parce que c'est son vrai métier. Son vrai métier, c'est tuer tout le monde. Le vrai métier, à la base. Il a son bac. L'essence d'Hitler, c'est tuer tout le monde. Il a son bac en tuage. Un bac en tuage. Il serait malade d'une école de criminels, pareil. Il serait pas pire. Il aurait eu sa maîtrise. Il aurait été bon. Peut-être qu'il l'aurait pas fait, il aurait juste enseigné aux autres. Peut-être qu'il aurait juste tué tout le monde de l'école. Moi, déjà, c'est plus restreint. C'est pas bon, mais c'est plus restreint. Fait que oui, t'as fait les chaussures. Chaussures. Fait que je faisais un show musique, puis c'était les Chicken Swell plus mon groupe de musique. Fait qu'à Victo, ben là, moi, je me chante. Ben là, je pense que la première partie, on faisait mon groupe de musique, puis après, c'était les Chicken Swell qui embarquaient. Fait que je faisais les deux. C'était comme 45 minutes de musique, 45 minutes les Chicken Swell. Fait que ouais, puis on avait fait un démo, puis après ça, j'ai toujours fait de la musique. Puis à un moment donné, j'ai refait 3 albums plus sérieux à un moment donné, parce que, tu sais, avec les Chicken Swell, tu sais, on créait beaucoup, puis on a eu notre émission de télévision Radio-Canada. Dans le fond, on a eu 3 ans là-bas à Radio-Can, puis à un moment donné, être dans un groupe,
c'est pas toutes les idées qui passent. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein? C'est la vie. Puis, à un moment donné, Même c'est Martin Petit qui connaît les Beatles. Moi, je connais pas beaucoup les Beatles. Qui disait, dès que le groupe a arrêté, chacun avait des albums solo de près. Je pense que c'est George Harrison qui, dans les années 70, il y avait 3-4 albums doubles. Parce qu'il y avait une effervescence de musique qui passait pas pour le groupe. C'est fou. Hein? Qui disait, garde ça pour ton album solo. Qui disait, Parfait. Mais c'est bon qu'il l'ait fait parce que ça aurait pu faire le contraire puis le brimer dans sa créativité parce qu'il y a plein d'artistes qui sont dans des groupes que finalement, ça les atténue créativement parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons. Parce que même si parce que des fois, il y a de la créativité qui sort fort de certaines personnes, mais comme George Harrison, ses chansons, c'est des super belles chansons, tu sais. Puis il y en a même qui ont passé dans les Beatles, qui sont des chefs-d'œuvre, là, tu sais. Puis, en tout cas, fait que c'est ça, mais ouais, fait que je me rappelle plus ce que... Où t'es avec ça, c'est quand t'as un groupe, c'est pas toutes les idées qui passent. Ouais, c'est ça. Alors, Fait que heureux finalement... Oui, merci. Crème, t'es là. C'est une chance, t'es là. Tu vois, moi, c'est peut-être... Même ma job, c'est être là. Toute ta job, c'est être génial. Puis être éparpillé, puis partir où tu veux. Moi, je suis ton encre. Ah, ben merci, Crème. Va où tu veux, puis je te jure, tu iras jamais trop loin. T'as-tu une blonde? Un peu, oui. Je peux être ta maîtresse. Ça va me faire plaisir d'être ta maîtresse, Daniel. Parfait. On a un projet. Je vais être celle avec qui t'as du fun. Ah! OK. Ben, moi, je dis pas non. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis là, j'avais tellement de créativité dans les Chicken Swell que il y en avait plein qui passaient aussi. Mais à un moment donné, j'ai fait, faut que ça sorte de plus. Fait que j'ai fait des albums plus sérieux, mettons, avec un band de musique, Daniel Grenier et les Guerriers de la Lumière. Puis là, j'ai fait une coupe de shows. En plus, c'était cool en crime, mais à un moment donné, comme là, présentement, depuis un bout de temps, je serais plus capable de faire de la musique sérieuse. On dirait que ça vient plus pas en tout. Puis à un moment donné, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait des toiles absurdes. Je l'ai fait pendant 10 ans de temps, puis je l'ai fait... Ils sont jolis. On va voir dans tes vidéos, sont là. Ils sont très jolis, les toiles. Ouais. Ben, j'aime vraiment ça. Mais là, à un moment donné, ça a fait que... On dirait que... c'est ça, puis à ce temps, c'est juste l'humour. C'est beaucoup l'humour parce que c'est comme faire une toile qui dure 5 ans, monter un show, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de la job, là, c'est fou. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que mon show, c'est comme j'ai fait une toile pendant 5 ans. Je coupe des bouts, j'en remets. Puis avec l'humour, on peut tout passer, là. On peut tout passer les émotions. Tout. Même les émotions les plus tristes au monde. Les plus noires. Tu peux être méchant en humour. C'est une blague. Ouais, puis tu peux dédramatiser la plus grande tristesse de la planète, mais si tu arrives à le faire, ben c'est là que ça devient merveilleux parce que ça transforme sûrement quelque chose en nous, puis peut-être dans les gens qui... Ça revient à dire tantôt quand il y a un artiste qui fait quelque chose puis que ça nous rentre dedans, ça peut nous aider à transformer quelque chose en dedans de nous. Fait que c'est ça l'humour, je pense que c'est flyé parce que en même temps, l'humour, je pense, c'est l'art le plus triste au monde, tu sais. C'est vrai parce que tu sais, c'est l'art qui essaye de prendre la plus grande tristesse puis la revirer de bord, tu sais. C'est fou comme job, tu sais. Tu prends qu'est-ce que tu trouves le plus triste dans la société, dans la vie, puis tu fais comme je vais donner de l'affection à quelque chose qui est le plus profondément triste, puis je vais essayer de mettre de la lumière là-dedans, tu sais. Fait que c'est flyé en Christie comme job. Là, ouais, les plus grandes œuvres, c'est vrai que quelques degrés à gauche ou à droite, c'est une tragédie. C'est cliché ce que je vais dire, mais mettons, le premier classique de Charlie Chaplin s'appelle The Kid. C'est l'histoire d'un itinérant qui prend soin d'un orphelin. Très facile de faire une histoire triste avec ça. Là. Surtout quand tu l'as vécu. Ouais. Surtout, ouais, c'est vrai. Et comment tu as développé ton sens de l'humour? Ça a commencé quand, ton amour de l'humour? Comme je disais, tu sais, comme mettons que mon père, il a fait de son mieux, mais c'était... Gars, on va aller tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Ah non, mais mon père, je te dirais que c'est un homme d'une autre génération. Là, il est décédé cette année, dans le fond. Puis c'est un homme d'une autre génération que... Tu sais, mettons... Une génération qui s'est fait dire un gars, ça pleure pas. Déjà, en partant, ça va pas bien parce que ça bloque beaucoup de choses. On m'a dit ça aussi, je pleure plus, moi aussi. Mon père m'a dit ça, puis je pleure plus. À part pour des raisons niaiseuses comme le baseball ou quand une équipe de football gagne. Sauf que, pourquoi? T'sais? Moi, c'était lié avec l'homosexualité. C'était lié à si tu pleures, tu dois, de toute évidence, vouloir dormir avec des hommes.
qu'il faut. C'est ça, tu sais, parce que ça n'a aucun, tu sais, ça n'a tellement aucun lien, l'émotion qui sort de nous par rapport avec notre orientation sexuelle. C'est le plus débile du monde. Moi, la plupart des homos que je connais, ils pleurent pas. Ils sont très heureux. Ils sont même... Non. Mais tu sais, c'est ça. Bon, parce que, mais il vient d'une autre génération. Puis, juste pour faire une histoire courte, j'en ai voulu très longtemps. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait, non, j'aurais sûrement pas fait mieux si j'avais été à sa place parce que il vient de tout ce qu'il a vécu. Ça a fait l'homme qui était, malgré... C'était pas juste une mauvaise personne, mais, mettons, avec ses enfants, c'était pas quelqu'un de... Chaleureux? Ben, il saoulait, il était jamais là, puis il était agressif, très violent. Fait que nous autres, avec les autres, là, tout le monde disait, tous les gens autour de mon père disaient qu'il était super fin, puis qu'apparemment, qu'il disait qu'il était fier de nous. Mais nous, il arrivait à la maison, puis c'était jamais... on était tout à des lâches, des bons à rien, on fera jamais rien de bon dans la vie, puis il était violent, tu sais. Fait puis c'est loin. Moi, je connais juste toi et t'as une grande famille. Je connais toi et Michel. Ouais. Vous êtes pas des bons à rien. Là, loin de là. Sauf que quand tu te fais dire ça quand t'es jeune, que t'es un lâche, puis que tu feras jamais rien de bon dans la vie. Je dirais bien des qualificatifs que je peux donner à Michel ou toi. La lâcheté, jamais ça me viendrait à l'esprit. Là. Sauf que quand t'es jeune, tu le sais pas. Tu te fais dire des affaires. Puis tu sais, moi, mon père aimait beaucoup les femmes, tu sais, puis c'est bien correct parce que des femmes, c'est merveilleux. Mais il aimait beaucoup des femmes autres que ma mère. Puis non, mais mettons, je me rappelle, tu sais, il était pas souvent là, mais un moment donné, j'avais 6 ans, puis je me promenais dans le bois, puis j'avais vu mon père qui était en train de tromper ma mère avec une autre femme, puis je l'ai pogné, tu sais. Puis j'avais tellement peur, puis il m'a dit, t'aimerais-tu ça que ça soit ta mère? Puis j'ai fait, oui, j'aimerais ça que ça soit ma mère. Puis j'avais peur qu'il me frappe, tu sais. Oui. Fait qu'après ça, j'ai vécu la culpabilité extrême, là, parce que je m'en retournais, puis je m'en allais voir ma mère, mais je pleurais tout seul dans le bois, parce que je disais, Kim, j'ai dit qu'elle voulait être ma mère, c'est une bonne femme que je connais pas, mais puis que je sais juste qu'elle suce bien. Ça montre bien ton exemple de l'humour, c'est prendre de quoi d'horrible et de mettre de la lumière dedans. Ah, ben c'est ça. Bon. Puis après, ben là, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que... Mais la culpabilité... comment tu as vécu la culpabilité par rapport à ta mère? Ben là, ça m'a pris du temps avant... Ah, pour ça, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Ah, bon, ben... Par rapport à un père vis-à-vis son enfant, c'est assez... Ben, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Mais, tu sais, c'était... Tu sais, il y a souvent des personnes que... Tu sais, moi, mes amis, j'ai un de mes meilleurs chums de cul, il disait, voyons, il n'est pas si pire que ça, ton père, parce que mon père, il est super fin, mais avec ses enfants... c'est un manipulateur. Puis avec ses enfants puis sa famille, c'était pas ça. T'sais, mais avec les gens autour, tout le monde l'aimait, puis même, il était drôle pour vrai. Puis j'ai déjà chanté des fois que je me disais, oh, wow! Es-tu sincère? Yeah! Puis finalement, oh non, Chris, il l'était pas. Puis toute ma vie, c'était de même. Toute ma vie, j'étais comme, hey, je pense qu'il est sérieux, il est vrai. Puis finalement, oh non, c'est pas vrai finalement. À chaque fois qu'il me disait quelque chose, je pensais que c'était vrai tout le temps. Jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, ben, il revirait de bord. Puis mais non, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, un moment donné, j'ai souhaité qu'il soit en paix avec lui-même. Puis ça, c'est terrible de souhaiter ça à quelqu'un qui peut jamais être en paix avec lui-même. T'as raison, là, oui. C'est la pire chose à souhaiter. Puis en même temps, moi, j'ai fini. Tu sais, moi, j'ai essayé d'être heureux dans la vie, puis je réussis à 90%. Il y a des journées que je me sens vraiment plus angoissé ou fait de l'anxiété, là. Mais en général, je me sens bien, puis je suis heureux dans la vie, puis j'aime les humains, j'aime le monde, puis ma mère, c'est un exemple merveilleux. Tu sais, elle tripe dans ses fleurs, puis elle aime voir les fleurs ouvrir. Elle aime les gens aussi. Elle aime les gens. C'est une femme merveilleuse, tu sais, puis elle nous a donné confiance en nous. Mon père disait il disait à ma mère, tu vas faire des bons à rien avec tes enfants-là, puis parce qu'il était jamais là, puis il revenait juste pour chialer, puis quand il revenait, il nous faisait subir des traumatismes de gars sous méchants, là, pervers narcissiques. Un moment donné, il était parti
faire un jeûne aux Bahamas, puis il était revenu, puis là, on n'avait plus le droit de rien manger, mais il était parti faire un jeûne. C'était plus la façon d'aller frencher une autre femme en buvant juste du jus d'orange. Cool voyage! Puis là, il était revenu, puis on n'avait plus le droit de rien manger. C'était feu rouge, puis ça c'était des chips, liqueurs, puis du chocolat ou des biscuits. Ça, c'était feu rouge. Feu jaune, ça, c'était du poulet une fois par mois. Feu vert, ça, c'était de la salade. Ça, on avait le droit d'en manger. Feu vert, puis il checkait toutes nos boîtes à lunch. Il est fou, cet homme-là! Il était flayé, ben raide. Fait que, tu sais, nous autres, là, on est jeunes, puis tu sais, là... Puis c'est ton père, ça doit être intelligent. C'est mon père, puis tu sais, quand t'es jeune, ton père, puis tes parents... Tu fais « Wow, man, c'est l'exemple. » Puis moi, je me rappelle que je m'ennuyais de mon père. Puis j'avais aucune raison de m'ennuyer de lui, tu sais, parce qu'il était pas super gentil avec nous. Puis là, il nous dit... En tout cas, fait que là, en tout cas, faire une histoire courte, feu rouge, on n'avait pas le droit, tu sais. C'était tellement... Checker nos affaires. Moi, je me rappelle une fois... Martin Matt a déjà conté cette affaire-là en spectacle, parce que j'y avais raconté. Puis j'avais été chez mon cousin chercher des biscuits Goglu. Puis je m'en revenais, puis mon père s'en venait en auto, puis il m'a vu avec mon sac de biscuits Goglu, mon gars, parce que mon cousin restait pas loin de chez nous, puis j'étais parti à la course, j'avais tellement peur, j'avais caché les biscuits Goglu en dessous d'un arbre dans la forêt. Puis là, j'avais été me cacher en dessous du bureau. Ma mère on travaillait d'une porte d'armoire, des shops de porte d'armoire de cuisine. Ma mère avait ça avec mon père, puis là, je m'étais caché en dessous du bureau de ma mère. Mon père est rentré, « Il est où, Daniel? » Puis il commence à chialer. Ma mère, elle disait, « Lâche-les, puis elle nous défendait, puis elle dit, « Il dort, là, en dessous du bureau, dérange-les pas, nanana. » Puis, hey man, puis j'avais laissé Goglu en dessous d'une souche d'arbre, parce que j'avais trop peur de lui. Puis mon frère Michel, je me rappelle un moment donné, je pense que là, il a vu mon talent à ce moment, un talent de comédien, parce que en tout cas, je vais t'expliquer l'anecdote, c'est qu'un moment donné, mon frère avait été en cachette s'acheter des chips au dépanneur, au vinaigre. Puis là, moi, j'ai joué la comédie, j'ai fait le comédien. Puis j'ai fait « Non, papa arrive! Michel, ça, c'est terrible, papa arrive, c'est terrible! » Hein? « Ah non, non! » Michel, il a cru. Ben, puis c'était pas vrai. Mais moi, j'ai joué, puis il a fait « Wow! » Puis là, Michel... Wow, OK, il a eu du talent. Mais là, il a eu tellement peur qu'il a flushé le sac de chips d'un toilette. Comme de la dope! Comme de la dope. Puis les toilettes ont bouché, puis ont toutes débordé dans la salle, dans la maison. Puis là, ça a fait comme « Oh my God! » Puis là, c'est là qu'il a dit « Crème, mon frère, il a du talent de comédien, je vais être son gérant. » Ouais, fait que ça, c'est ça quand tu dis... Mais tu sais, en même temps, pour vrai, j'ai arrêté d'y en vouloir à partir de 30 ans, mon père, puis j'ai 47. Fait que, puis j'y tout le temps, c'est comme... J'y souhaitais le mieux pour lui, sincèrement, puis je me suis dit, tu peux pas... C'est beaucoup d'énergie, la haine, hein? Hein? C'est beaucoup d'énergie, la haine. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est bien mieux de trans... Puis tu sais, c'est vrai quand je dis que j'aurais pas fait mieux si j'avais été à sa place. Je comprends. C'est vrai. Fait que, tu sais, mais je sais que je peux faire mieux parce que je suis pas à sa place. C'est beau, ça. Ben oui, c'est beau. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai été vraiment, peut-être trop, mais j'ai été vraiment présent pour mon fils, là, mon gars, là, tout le temps, là pour lui. Puis à chaque fois qu'il a besoin de moi, je suis là pour lui depuis toujours. Puis mon père, en quelque part, m'a donné le goût d'être vraiment proche de mon fils, tu sais, puis de pas être loin de lui, puis que pour moi, c'est trop précieux, la connexion avec son enfant. As-tu eu peur quand ton gars est né d'être un mauvais père comme ton père ou pas du tout? Ben non, parce que j'ai eu beaucoup d'affection de ma mère. Tu sais, ma mère, c'est une femme merveilleuse, puis je savais comment donner de l'affection à un enfant ou à des gens, parce que ma mère est comme ça. Tu sais, ma mère, c'est une femme profondément bonne et gentille, tu sais. Fait qu'elle m'a inculqué ça, puis elle a su mettre ses limites à un moment donné face à mon père qui nous abusait. Ben oui. Mais pas physiquement, mais mentalement. Ben physiquement aussi, des coups, ça nous a oui, frappé aussi, mais tu sais, mais je veux dire... Pas sexuellement, mais non, le reste. Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, psychologiquement, tu sais, frappé, moi, j'ai pas été frappé beaucoup, mais ça, c'est ça, la manipulation, c'est que t'as pas été frappé beaucoup. Dire ça, c'est pour être manipulé. Moi aussi, j'ai eu longtemps ce discours-là. Non, mais il me frappait pas souvent, il a arrêté. Ouais, mais c'était pas obligé de commencer. Mais tu sais... Obligé de... Juste le faire une fois, c'est trop. Ouais. Mais tu sais, des fois, bon, peut-être que
on fait des affaires qu'ils veulent pas, mais des fois, c'est des niaiseries qu'avec du recul, tu fais, ben, il m'a frappé parce que je voulais pas manger une crise de gogos qui est sortie de sa calice de soupe puis que je trouvais dégueulasse, tu sais. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est quand c'est tu sais, quand c'est psychologique, c'est pire. C'est pire. Ben, c'est pire. Je sais pas, tu sais, je sais pas parce que j'ai pas été battu. C'est horrible, disons. C'est horrible. Parce qu'il y a rien de pire parce que tout est dégueulasse, mais psychologique, ça fuck la tête longtemps, tu sais. Puis après, t'essayes de donner de l'affection, d'envie à toi-même, mais... Ah, c'est un virus? C'est un virus, puis c'est difficile parce que, en quelque part, malheureusement, cette souffrance-là que tu as ressentie peut devenir quasiment un endroit où que tu te sens confortable parce que tu vivais ça, même si ça te fait mal au bout. Des fois, si tu retournes là-dedans, tu connais ça, fait que ça te rassure. C'est t'es nostalgique. C'est nostalgique, la souffrance. C'est fucké, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais bon, excuse-moi, là, je vais loin, là, je sais pas trop que c'est. Moi, j'adore ça. Bon, ben cool, tant mieux. Mais ma mère, c'est une femme merveilleuse. Puis mon père, ben c'est ça. Fait qu'il était... pour répondre à ta question, quand, mettons, on dédramatisait à la maison, puis qu'on riait, c'était les moments qui me faisaient le plus de bien. Donc, mon humour vient des moments que mon frère Michel, ma mère ou mon frère Jimmy, là, qui est décédé, dans le fond, mais que quand on était là ensemble puis qu'on riait, là, on dirait que ça transformait toute la souffrance d'une enfance avec un père pas le fun. Fait qu'à chaque fois on se réunissait ensemble puis qu'on riait, ça libérait tout le temps ça. Puis ma mère, le rire était là. Ma mère est drôle au bout. Mon père et tout, là, mon père, pour vrai, il était génial sur plein de points. Sur plein de points, il était génial, mais il était vraiment troublé. Puis moi aussi, des fois, je suis troublé. Là, j'ai rien... Bien sûr, on est des êtres humains, puis oui. Ouais, c'est ça. Mais... au niveau de sa famille, tu sais, il aimait beaucoup les autres, tu sais, plus, tu sais, à chaque fois. Non, mais tu sais, il était tout le temps de même. Mettons, jouer au... C'est vrai? Je comprends ce que tu veux dire. Mettons, je jouais au football, il disait tout le temps, hey, lui, il est bon. Lui, il est bon. Puis quand j'ai commencé l'humour, lui, il est bon. Puis quand j'avais commencé à faire de l'humour, je vais aller faire de l'humour. J'aimerais ça. Là, j'avais dit, je vais aller faire de l'humour. Ça marchera jamais. Tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. Puis tu vas être du bien-être social. Fait que c'est sûr que ça marchera pas. Fait que va pas là-dedans. Fait que c'est ça qu'il m'avait dit. Fait que je faisais comme, OK. Puis ma mère m'a dit, ben, prouve-y le contraire. Prouve-y qu'il a pas raison. Hey, super, ça, là. C'était écœurant. Fait que là. Madame Tout-Nu, que Maxime Martin l'avait appelé de même une fois, ouais. Parce que, ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle m'a aidé à faire « Ah ouais, check bien ça, mon tabarnouche. » Puis, m'amener ce sentiment de vouloir prouver à quelqu'un que je voulais faire de l'humour, c'est disparu. J'ai fait « Car je le fais pas pour ça. Je le fais parce que c'est le fun en crime, voir du monde rire, puis que ça fait du bien au monde, puis ça me fait du bien à moi de... C'est la seule raison pourquoi je le fais, c'est pour faire du bien aux gens, puis à moi. Puis si je peux oublier, les gens peuvent oublier pendant 1 heure leurs soucis. Wow! Fait que je refais la même affaire que quand j'étais autour de la table avec ma mère puis mes frères, mettons, puis qu'on riait ensemble. C'est la même affaire, tu sais, sauf... à 47 ans, puis on se réunit pour rire. Mais à cette heure, ma vie de famille est cool au bout, parce que j'ai une blonde qui est merveilleuse, puis mon fils... Une maîtresse? Ben, maintenant, j'ai une maîtresse. Fait que, si j'ai hâte, si je vais avoir le bat vif. Le bateau vif. Mais puis j'ai un garçon qui est merveilleux. Mon fils Édouard, il est... Très bon musicien, pour l'avoir vu sur scène. Un humain hyper sensible en plus. Là, très beau. Les filles sautaient là-dessus. Ah, Christ. Ça va être très joli, le garçon. Vraiment. Ou les gars, je sais pas c'est quoi son truc. Oui. Ceux qui veulent sauter, sautent. Là. Sautons! Allons-y gaiement. Puis, le fils à ma blonde aussi, qui est super gentil. Là, fait que je suis entouré de gens vraiment gentils. Puis, mon frère, qui est mon gérant, qui est merveilleux. Puis que je suis chanceux, là. Je suis en santé. Ouais. Fait que déjà, ça, quand on part de la base qu'on est en santé, même si j'ai le COVID, là. Non, mais c'est pas drôle. Un peu. Ben oui. Un peu. Mais bon, c'est ça. Mais tu sais, souvent, on oublie la chance qu'on a d'être en santé. Tu sais, c'est un privilège. Puis gigantesque. Puis t'as raison, je l'oublie. Il y a beaucoup de gens qui ont observé ça. Là. C'est quand tu tombes malade que tu réalises « Ah, Christ, que j'étais bien quand j'étais pas malade, je me rendais pas compte. » Exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça, moi, je me trouve chanceux.
C'est comment avoir Michel comme frère? Parce que t'as un frère assez particulier. Michel Grenier, pour celui que... Ouais, ben Michel, c'est un humain merveilleux. Là. Merveilleux. Tu sais, mettons, il a sa main, puis il a un cœur dessus. Là. Il a le cœur sur la main pour tout le monde, tu sais. Fait que pour moi aussi, tu sais. Puis il veut tellement que les autres autour de lui soient bien, là. Il ferait n'importe quoi pour que tous ces artistes soient super bien. Ce qui peut lui causer des soucis quand ces artistes sont pas bien, c'est ses plus grands soucis, moi, je pense. Fait que c'est un gérant qui est complètement investi dans ses artistes puis dans l'art. Excuse-moi, là, je digère de l'eau. Ou je digère tout ce que j'ai dit. Mais non. Mais en plus, excuse-moi de t'orienter, mais c'est grâce à toi si Michel a son métier. Ben, au début, c'était moi le gérant des Chicken Swell. OK. Puis je bookais les shows des Chicken Swell, puis on est allé à l'école de l'humour. Puis à un moment donné, j'essayais de booker des shows. J'appelais d'un festival, puis je trouvais ça difficile. Puis parce qu'après, il fallait que je parle quand on allait faire le show. Je disais, ouais, c'est moi que t'as parlé. Puis j'essayais j'étais pas très bon. Puis j'étais pas très... C'est extrêmement difficile de se vendre soi-même en plus. C'est ça. Puis à un moment donné, Je Michel... te jure, je vaux ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, ben c'est ça. C'est ça, puis surtout... Tu sais, Stéphanie, que tu connais bien, m'a dû expliquer, c'est ça. Pourquoi c'est important un agent? C'est que les artistes, une journée, vous croyez que vous êtes les meilleurs, puis le lendemain, vous croyez que vous êtes des imposteurs. Maintenant, essaye de négocier un cachet. Quand, dans une semaine, vous passez de meilleur pire. Combien tu vaux? Je vaux 10 000! Ah, je vaux... C'est quoi, je vais payer 700 $ pour être là. Oublie ça. Tu peux pas... Ah, ben c'est pas pire parce que c'est pas si imposteur que ça, parce qu'à ça, tu donnes pas 10 000. Fait que tu donnes 700. Fait que c'est pas si pire. Mais ouais, mais bon, c'est ça. Mais aussi, au début, c'était votre soundman. Ah oui, c'est ça. Puis un moment donné, moi, on a fait l'école de l'humour, puis un moment donné, j'ai dit, hey, Michel, il travaillait au HMV dans le temps, où ils vendaient Il y a des gens de 21 ans qui n'ont aucune idée de quoi on parle en ce moment. À une époque, CD. Spotify, ça n'existait pas. Il y avait des CD, puis tu devais acheter la musique. Puis pour une chanson, tu devais payer 22,95. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant... Il travaillait là-dedans à Victo. Puis là, moi, j'ai amené, j'ai fait, garde, à la place de vendre des CD, Vends-nous. Viens nous vendre. Puis il fait, ah ouais, OK. Fait que là, il est venu à Montréal. Puis finalement, il nous suivait partout. Puis il nous suivait partout en tournée. Il était notre gérant, puis notre soundman. Puis Christy, on allait jouer à Sainte-Marie-de-Beauce. On dormait dans des chambres, puis avec 2 lits. On était 4. Puis des fois, moi, je dormais sur le plancher. Puis... Michel, il venait pour 45$, puis il fournissait sa vanne des fois, là, ou 70$, puis il nous suivait partout, là, fait que c'est sûr que, il est dévoué, cet homme-là. Dévoué, le cœur sur la main, vraiment le cœur sur la main, c'est quelqu'un de... C'est vraiment un bon humain, là, Michel, là. C'est un humain, puis c'est une référence aussi, parce que tout le monde l'aime, vraiment. Bien sûr. Il n'y a pas personne qui... Tout le monde respecte son opinion. Moi, quand j'ai... C'est ça. Souvent, quand j'ai des décisions importantes à prendre, je prends le temps d'appeler Michel. Fait que, mais déjà qu'il prend le temps de me répondre, c'est gigantesque. Puis t'es pas la première personne qui me dit ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'appellent pour voir la vie à Michel. Fait que déjà ça, c'est beaucoup de... Tu sais, dans une vie, quand tu dis que plusieurs personnes te demandent conseil, c'est parce qu'ils ont confiance pour des décisions importantes. Des décisions importantes. Où va mon art, où va ma carrière? Faut que je prenne en considération ma famille. C'est gigant. C'est des grosses décisions. Oui, vraiment. Puis Michel, il est... Vu que lui aussi, l'humour, c'est très important dans sa vie, puis il est drôle en tabarnouche. Là, il est vraiment drôle. Même Guillaume Wagner l'a dit lui-même. C'est le gérant. Il y a les plus grands humoristes, mais il est plus drôle que tous les humoristes. Il est tellement drôle, Michel. Il a bon punch en plus. Fait que, tu sais, il est capable de dédramatiser beaucoup de situations. C'est pour ça, souvent, quand on lui demande conseil, il dédramatise, puis il voit la situation d'un œil toujours positif, tu sais. Fait que, non, mais c'est sûr que au début, quand on a commencé Chicken Swell, des fois, tu sais, mettons qu'il y a quelque chose qui se font... Mettons, je disais, hey, tu pourrais-tu appeler pour ça? Puis mettons qu'il le faisait pas. Des fois, j'étais fâché. Puis là, après, j'étais, oh merde, je suis fâché après mon frère. C'est mauvais. C'est mon gérant, mais c'est mon frère aussi. Il faut que je fasse attention. Puis là, ben, tu sais, là, c'est sûr que là, tu sais, à un moment donné, ben... Mais t'évolues aussi. On évolue tous. T'avais 22 ans. C'est normal qu'à 22 ans, t'as pas la maturité de... Oui, c'est ça. Puis même au début d'un Chicken Swell, pendant les débuts, puis les émissions de télé, puis les shows qu'on faisait, j'étais super stressé. À cette heure, monter sur scène, pour moi, c'est toujours vraiment le fun, mais c'est plus
genre, je vais vomir ma vie, là, tu sais, c'est comme, wow. Avant, là, avec les chicks, puis après, j'étais comme, ouais, mais ça a pas marché, puis pourquoi ça a pas marché? Non, c'était comme, puis on était trop à rentrer dans un délire de malade mental de pourquoi que ça a pas marché, ça. C'est n'importe quoi, tu sais, oui, c'est correct, mais pas trop loin, tu sais, pourquoi ça a pas marché? Ah, c'est peut-être ça. Mais là, c'est ouais, mais non, mais là, t'as fait ça, puis là, ça. Ouais, mais tu à cette heure, là, peut-être moins dur avec moi-même aussi, là, de se donner plus d'affection. Puis ça fait partie de ça. C'est dur de se donner de l'affection puis d'être doux avec ça. C'est difficile. Vraiment. C'est bien plus facile de s'auto-flageller, puis ça, c'est extrême. Souvent, j'entends, moi, je suis très dur avec moi-même, puis il y a une fierté qui vient avec ça. C'est l'inverse. C'est très facile d'être dur avec soi-même. C'est ça. Être gentil avec soi-même, ça, c'est plus difficile. C'est tout un contrat. Tu sais que je fais du karaté. Moi, ça fait 17 ans. Mais ça m'intéresse. Oui. Au même endroit. Comment ça a commencé déjà? Parle-moi comment ça a commencé le karaté? Ben, je l'ai fait quand j'étais jeune. J'aime que ça... Moi, j'ai une hypothèse que peu de gens aiment, que n'importe qui fait des arts martiaux s'est fait battre par son père. N'importe qui. Si tu veux vraiment apprendre à donner puis recevoir des coups de poing, t'en as reçu. Ça me fait un peu chier de te dire que, dans mon cas, je pourrais pas dire le contraire d'un sens, là. mais peut-être, je le sais pas. Moi, c'est ce que j'observe. Ça se peut. Moi, j'ai pas demandé aux autres tant que ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je parle à d'autres au karaté. Oui, c'est vrai, j'ai demandé à d'autres personnes, puis souvent, c'est... comme l'oppression d'un côté parental, peut-être. Là, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai cru constater ça aussi. Fait comment t'es rentré à la... Ben, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune à Victo, pendant 6 ans environ. J'ai fait ceinture, c'était du Kenpo karaté. Mais la première fois que t'es rentré, comment t'es rentré là? Qu'est-ce qui s'est produit? Je sais pas. Je pense que... Je sais pas. J'ai dit, je vais faire du karaté. Peut-être ça a un lien avec ce que tu disais tantôt, d'un sentiment de se sentir peut-être... C'est une discipline, c'est bon. C'est un art aussi, hein? C'est vrai. C'est un art martial. C'est un art martial. C'est un art. Fait qu'au départ... Quand tu dis c'est un sport, mais qu'il y a l'art qui est dedans, tu sais. Fait que, puis je tripais sur le karaté. Moi et Francis, dans les Chicken Soul, maman nous avait cousu des sauts de ninja, puis on sautait dans les buissons, puis on sautait en bas des arbres, puis on tripait comme des niaiseux, là, à 12-14 ans. Puis après ça, ben là, j'ai fait un peu de karaté à Vito, puis après, quand je suis arrivé en mariage, je l'ai fait un peu, jusqu'à temps que j'aille dans une école, que ça fait 17 ans que je suis là, dans le fond, là, que c'est l'Académie Saido, puis c'est tous des gens très, très gentils. Puis, ben ça m'a aidé beaucoup. Mon prof, il m'a dit, tu sais, il me parle de même, là, mais pour dire des choses, des fois directes, là, il m'a dit, au début, quand je suis rentré, il m'a dit, toi, il faut juste arriver à faire quelque chose. Je dis, OK. C'est arrive à te sentir bien dans la vie. Wow! Sur le coup, tu trouves ça drôle, tu sais. Tu fais comme ça, ben oui, m'a faire ça. Une astuce de contrat, mon gars. C'est vrai. Fait qu'après ça, tu sais, je travaillais, je pensais à ça à chaque seconde de ma vie pour arriver à être bien. Puis, quand, mettons, j'arrivais pas à l'être, j'étais encore plus fâché, tu sais. Mais c'est ça. Fait que le karaté, ça transforme. Ça m'a aidé beaucoup, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est vraiment hot, quelque chose que j'ai appris au karaté, qui a changé ma vision de beaucoup de choses, c'est qu'il m'a dit, à un moment donné, quand on fait un combat avec quelqu'un d'autre, il faut qu'on pense à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Wow! Fait que ça transforme la mentalité. C'est l'esprit un peu du samouraï, que si quelqu'un te tue, ben tu le remercies de t'avoir appris quelque chose. Fait que c'est sûr que... Mais le karaté, c'est un parallèle parfait avec la vie, tu sais, parce que on a tous des combats à chaque jour dans la vie. On a tous des katas à faire, c'est la routine, tu sais. On a toutes des routines à faire, puis d'essayer de la faire le mieux possible aussi. Fait qu'un kata, c'est ça, il faut le faire le mieux possible, même si c'est le premier kata, puis faire sa journée du mieux qu'on peut, ben c'est ça un kata aussi, là. Fait que, bon, c'est ça le karaté, en gros. Wow! OK, c'est profond. Ça me surprend. Je pensais pas que le karaté, ça peut être aussi profond. Ça dépend comment qu'on le fait. Il y a plein de gens qui le font pour des mauvaises raisons. C'est comme n'importe quoi. C'est drôle que tu dises ça, mais en fait, j'ai très peu d'exemples de gens qui font des arts martiaux pour les mauvaises raisons. Parce que souvent,
Il y a des écoles, puis c'est bien légitime, mais tu sais, qui encouragent beaucoup la compétition. Nous, il n'y a pas de compétition, tu sais. Puis ils encouragent la compétition, puis, tu sais, quand je t'ai dit tantôt, faire un combat, quand tu fais un combat, il faut que tu penses à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Ça, là, ça fait que l'énergie entre deux personnes qui font un combat, l'énergie à la fin du combat, si les deux sont dans le même esprit, l'énergie est comme ça. Puis on sort d'un entraînement comme... C'était malade parce que les deux, on s'est emmenés là. Puis, quand je fais des spectacles, c'est ce que je ressens, que je dis, OK, là, on est là ensemble. Puis à la fin du spectacle, j'espère qu'on va être rendu là. Tu sais, c'est mon souhait. Puis, C'est drôle que tu dises ça parce que souvent, en tant qu'humoriste, on peut voir le public comme des adversaires. Mais des adversaires très négatifs. Donc, de là à dire que ceux qui... Ben, je vais dire, ils font peut-être pas pour les mauvaises raisons, mais ils ont désappris. Mais ça change, ça. Ils ont ouais. des mauvaises raisons, ça, tu peux évoluer. C'est ça. Parce que changer le mot adversaire par mot partenaire, c'est quelque chose. Hein? Puis il y a beaucoup d'écoles que c'est des adversaires, les gens avec qui tu te bats. Puis, mettons, Georges Saint-Pierre, c'est pas des adversaires, c'est des partenaires. Puis ça l'a sûrement aidé à devenir un des plus grands combattants de la planète parce que à chaque personne avec qui il s'est battu, c'était des partenaires. Ben, il dit souvent qu'avant chaque combat, il prie pour le bien-être de son adversaire. Quand il dit ça en entrevue, des fois, on se moque de lui, mais dans l'idéologie du karaté, dans l'idéologie du kung-fu, dans l'idéologie japonaise, c'est tout à fait légitime. Donc, c'est ça. Fait que moi, tu sais, je dis, il y en a qui le font d'une mauvaise manière, mais c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être plus ils pensent des fois, parce que quand tu fais une compétition, quand tu organises des compétitions, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent qui vient dans ton école de karaté. Là, puis c'est normal, on a tous besoin de manger, on a tous besoin d'argent. Mais c'est sûr que moi, mettons, vu qu'il n'y a pas de compétition, ça me parle beaucoup plus, puis je me sens vraiment mieux. T'sais. Mais c'est ça. Quand tu dis, là, tu le frappes, puis tu veux me prouver ou montrer de la rage ou de la colère à l'autre personne qui est en avant de toi, l'énergie va faire ça. Ben, même au UFC, il y a certains combattants qui amènent l'adversaire dans cette idéologie-là pour avoir un ascendant. Ils font « Ah non, c'est bas-moi. » Et ils peuvent utiliser cette énergie-là contre eux. Je comprends. C'est de la genre de manipulation. Bien, pas genre, c'est exactement ça. C'est de la manipulation, sauf que c'est ça. Moi, t'as pas besoin de faire ça, toi. C'est juste une école de... Le karaté, là, pour vrai, là, qu'est-ce que ça m'a appris le plus, là, c'est d'avoir le choix de ne jamais me battre. Ah. Ben oui. C'est vrai? Puis jamais je vais me battre de ma vie. Je me suis jamais battu, de toute façon. Puis s'il y a une situation qui arrive, je le sais profondément que mon corps, puis je sais la confiance de l'instinct de mes mouvements, des mouvements que tu sais, ça fait comme 17 ans, je fais tout la mémoire musculaire. Oui, la mémoire. Puis je sais que le karaté va m'aider en tout cas, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour me sortir de cette situation-là sans coup. C'est l'idéologie de Sun Tzu qui dit « Tu viens en paix, prêt pour la guerre ». Genre. Puis je sais que s'il y a une situation comme ça arrivait, ben... T'es pas démuni. Je suis pas démuni, puis je sais que je vais essayer de donner... de faire tout ce que je peux avec l'affection que je peux donner pour essayer d'éviter cette situation-là. La plupart, c'est intéressant que tu dises ça, parce que la plupart des maîtres, disons, mettons le Farès, le maître, le coach à Georges Saint-Pierre, ils se battent jamais, parce qu'ils se disent, il y a tellement de variables qui peuvent mal aller. Moi, je sais c'est quoi les vrais combats, et je sais que même si je suis un maître, on sait jamais ce qui peut arriver. Je sais pas s'il y a une arme, je sais pas s'il peut y avoir quelque chose il peut y avoir quelqu'un derrière moi, je peux manquer mon coup. Il y a trop de variables, alors je préfère... je connais les risques, alors... Puis en général... c'est sûr que tu seras pas fier après, tu sais. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Puis si ton but, c'est comme moi, mon but, comme mon prof m'a dit, d'arriver à être bien dans ta vie, t'essayes de faire le moins de choses que t'es pas fier parce que ça l'aide pas à ton bonheur, tu sais. Ah, c'est tout à fait vrai, ça. Parlons un peu des chicks. Comment vous passez de... T'as une limousine, youpi, avec tes amis. Comment vous passez de la limousine à... Vous êtes un groupe et...
On en a fait pendant un bout, puis après ça... Au départ, c'était quoi les chicks au départ? C'était qui? Moi, Francis, puis Robin Aubert, puis Marc Perrault. Moi, Francis Cloutier, puis on était les 4. Puis après ça, Marc Perrault, pour le deuxième show, c'est un gars de Victo, puis que lui, il est pompier à Victo, puis il a fait « Ah non, moi, ça me tente plus de faire ça. » Fait que là, on était moi, Francis, puis Robin. Fait que là, on a fait ça, moi, Francis, puis Robin, pendant un bon bout de temps. On parle de quoi, 5 ans, 6 ans? Ouais, peut-être 5, 6 ans, tu sais, ensemble. Puis on faisait des shows un peu partout, dans des festivals un peu de la broche à foin au bout. Puis c'est ça, maintenant, moi, Francis, on a fait nos auditions à l'école de l'humour, on n'a pas été acceptés. On les a refaites. Seul ou ensemble? Ensemble, on a fait nos auditions. Puis après, on les a refaites une autre année. Puis là, on est acceptés. Puis Robin était toujours un peu d'imparage. Puis Robin, c'est comme c'est un de nos meilleurs amis. Là, on est tout le temps, on est vraiment proches. Là, Francis et Robin, on se rencontre encore souvent pour prendre des bières parce que c'est des amis d'enfance. Ah, des frères? C'est des frères, vraiment. Robin est resté chez nous aussi pendant un an. Puis chez ma mère. C'est chez vous, ben oui. Oui, chez nous. Puis... Francis est resté en appart avec Robin. Puis on est vraiment des frères. T'sais. Puis après ça, moi, Francis, on a fait l'école de l'humour. Puis après ça, on est retourné animer à Victoriaville des soirées d'humour. Puis notre feature, c'était des courts-métrages qu'on mettait dans une petite télé plus petite que ça. Il y avait 3 petites télévisions. Puis il y avait 250 personnes dans le bord, 300. Puis là, on mettait à l'entracte, à chaque semaine, on faisait un court-métrage avec une caméra. Puis on n'avait pas de montage. C'est ça! Search, edit, c'est la caméra. On filmait une scène dehors. Il fallait retourner d'en filmer une en dedans. Filmer une dehors. Puis ça, c'est Simon Fecteau qui a apporté ça parce que Simon, et quand moi j'ai rencontré Simon qui vient de Victo, j'avais vu Simon faire un spectacle à Victo puis que c'était comme hallucinant. Simon, il est génial. Il est vraiment super créatif. Oui. Puis j'avais été chez eux, il m'avait montré des vidéos qu'il faisait. Il y avait une caméra Fisher-Price, puis les cassettes, c'était des cassettes audio sur quoi t'enregistrais. Puis il me disait, regarde, j'ai fait un film, là, puis il y avait 15 ans. Là, moi, il y avait 14, moi, j'avais 16 parce que j'avais été en auto, parce qu'il y a 2 ans. Puis là, il me montrait ça dans un petit viseur en noir et blanc. Il dit, regarde le film que j'ai fait. Puis là, je checkais dans son viseur. Puis j'étais comme, man, c'est malade, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il avait fait ces petits courts-métrages de même. Puis un moment donné, je l'avais croisé dans la rue, Simon, après l'école de l'humour. C'est ça, je l'avais vu dans la rue. Puis je disais, hey, Simon, tu viendrais-tu faire un spectacle avec nous autres? On fait un show, puis on aurait besoin de. Tu veux-tu venir jouer avec nous autres? Il a dit, OK, parfait. Fait que là, il était venu, il avait fait le show avec nous autres. Puis après ça, on avait commencé à animer avec tout. Puis j'ai dit, voudrais-tu nous aider pour faire les courts-métrages? Parce que. Puis Simon, là, on a fait 20 courts-métrages. Moi, Simon et Francis. Mais c'est de l'ouvrage! De l'ouvrage en tabarnouche, puis on mettait, les DV, puis c'était comme une pièce de théâtre qu'on branchait la caméra dans le VHS pour enregistrer sur la cassette VHS, parce qu'on mettait la caméra dans le VHS, puis on branchait chacun un lecteur CD pour mettre de la musique dessus dans le VHS, puis c'était comme un live, là. Fait que là, nous autres, OK, là, là, j'avais un coup de fusil. Moi, je m'occupais du coup de fusil, du bruit d'oiseau, puis la musique triste. Francis s'occupait du gars des escaliers, la porte qui fermait, puis Simon faisait, OK, là, OK, vas-y. Ton cul, yes, all right, paye supplé. Alors, Christy, là, des fois, on le partait, puis là, le temps que ça fasse ça parte, c'était un peu plus long. Fait qu'il fallait le partir un peu avant, quand le bras était rendu là pour le coup de gun. Puis là, ça fait paf! OK, all right, on l'a eu presque. OK, on laisse ça de même. Puis on a fait 20 de même, mais on était brûlés, là. Brûlés de tête à la fin, là. Ça avait pas de sens. Wow! Fait qu'on a fait 20, puis après ça, on a pris les 5 qu'on trouvait les meilleurs, puis on les a présentés à Louise Richer, qui était la directrice de l'école de l'humour, puis qui était la blonde, à l'époque, était la blonde à Guillaume Lepage. Puis Guillaume Lepage, là, il m'a rappelé, puis il a dit, hey, tu voudrais-tu que je le présente chez Avanti? J'ai fait, ben oui, c'est ça. Fait que Jean Bissonnette, qui était à l'époque chez Avanti, que c'est un homme qui est décédé. Immense pour la télévision et la comédie au Québec. Immense. Immense pour moi, dans ma vie, parce que c'est un homme de l'âge à mon père qui croyait en moi. Oh. Donc, ça a changé ma vie complètement. C'est que Guy Lepage a le même rapport avec Jean Bissonnette. Oui, vraiment, vraiment. Puis Guy aussi, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il m'a aidé, il nous a aidé beaucoup. Guy, il croyait en nous, puis il était notre script éditeur pendant 2 ans. Dans le fond, les 2 premières années des Chicken Swell, c'était Guy, puis après, c'était Yves Pépeltier. Puis Guy, vraiment, je vais toujours être reconnaissant envers lui parce que, tu sais... C'était votre... je sais pas votre mentor, mais je sais pas comment expliquer, je trouve pas le mot malheureusement, mais c'est celui qui
il vous a pris un peu sur son aile. Ces gars-là sont Ouais. cool, prenez-les. Ouais. Je me rappelle, moi, j'ai commencé à écouter les Chicken Swell parce que je savais que c'était Guy Lepage, je les aime. Ouais. Puis ça l'a sûrement aidé quand il est arrivé à Radio-Canada, lui et Jean Bissonnette, pour vendre notre émission là-bas quand même. Bien tu sais. sûr. Il y a beaucoup Puis, d'influence, cet homme-là. Oui, vraiment. Ces mais- deux hommes-là ensemble, en plus. En plus, puis il y a beaucoup de gens à Radio-Canada qui n'étaient pas sûrs de notre émission, mais le boss de Radio-Canada a fait « Ouais, moi j'y crois ». Fait que finalement, c'est ça. Fait que... Comment s'est passé le pitch? Comment tu pitches un show? Hey, salut, on va filmer des courts-métrages que des fois, c'est un steak haché qui attaque le monde. Vu qu'ils sont arrivés avec le démo, il y avait déjà les émissions comme de fête. Tu sais, en quelque part, il y avait le démo. Ils n'ont pas eu besoin de payer une production pour un démo. Ils ont payé, je pense, 245$ pour refaire un montage rapide. Mais c'est tous nous autres qui l'avaient fait déjà. Fait que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, regarde, les gars, ils ont fait ça tout seuls, là. Puis on voudrait présenter ça. Puis on fait, OK. Puis Guilla, parce que Guilla, je me rappelle qu'il m'avait dit, Crime, j'ai écouté ça avec mon fils qui avait 10 ans, puis mon fils a ri. Oui, à Puis mon âge. puis j'ai écouté ça avec Jean Bissonnette, puis il a ri. Puis moi, j'ai ri. Fait que toutes les générations, puis vous êtes dans la génération entre mon fils et moi, puis moi, je suis, tu sais, fait qu'il disait toutes les générations à qui je l'ai présenté, ils trouvaient ça drôle, fait que... C'est bon augure. Ouais, c'est bon augure. Fait que, non, ouais, c'est ça. Tu sais, ça a été le fun pendant 3 ans, puis on a fait 43 émissions. C'était comment? Ça avait l'air extrêmement difficile à faire. On était jeunes en quelque part, puis on se mettait beaucoup de pression aussi. Puis on voulait que ça soit drôle. Tu sais, l'humour, c'est quelque chose pareil. Hein? Oui. L'humour, tu veux faire rire les gens. Tu sais, t'as un but, puis si t'atteins pas la cible, c'est terrible, tu sais, parce que t'as l'impression d'être un bon à rien. Oui, t'as raison. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, l'humour, c'est ça. Fait que, tu sais, mais en quelque part, on est arrivé à faire des choses vraiment le fun. Puis aujourd'hui, avec du recul, je suis vraiment fier d'avoir travaillé avec Francis puis Simon. Puis je suis vraiment fier des Chicken Swell, de qu'est-ce qu'on a fait, tu sais. Puis j'ai toujours eu du plaisir. Puis maintenant, par exemple, depuis 7 ans, je suis en solo, puis je fais des shows. Puis j'avoue que j'aime vraiment ça aussi. Mais c'est sûr que j'ai toujours un amour profond pour les Chicken Swell, là, tu sais. Puis même notre dernier projet qu'on a fait, les Chicken Swell, on a fait notre, parce que Mané Simon voulait pas faire de scène, fait que Ghislain est venu nous rejoindre parce qu'on avait déjà fait de la scène avec Ghislain avant de faire des vidéos avec Simon. Mm-hmm. Mais Ghislain ne voulait pas venir à Victo pour les vidéos parce que ça donnait 30$. Puis il faisait de la radio à C'est quoi le matin? Ça nous donnait 30$ chaque pour animer à Victo. Finalement, Ghislain a fait Christy, je veux bien, mais j'arrive pas. Fait que finalement, il a fait non. Puis de toute façon, Crampe en masse repartait. Fait que je fait OK, parfait. Puis Simon, là, il a comme. Puis là, finalement, on a fait notre émission de télé. Puis après ça, Simon voulait pas faire de scène. Ghislain est revenu, on a fait une tournée. Puis à la fin, complètement des Chicken Swell. Le dernier projet qu'on a fait, ça s'appelle Disparu. C'était sur radiocanada.ca, puis c'est un jeu interactif. Puis c'est Robin qui l'a réalisé, qui était au départ avec les Chicken Swell, puis il a fermé la boucle des Chicken Swell, Robin, avec nous. Wow. Puis le dernier plan, on savait même pas qu'on se séparait les Chicken Swell, mais le dernier plan de la dernière scène, moi, Francis et Ghislain, on s'en va chacun à notre bord parce que c'est plus facile comme ça dans l'histoire, tu sais. Parce qu'on venait de faire un drame policier, puis il fallait pas se faire pogner. Fait qu'on a dit, on va y aller chacun à notre bord, comme ça va être plus facile de pas se faire attraper par les policiers. Puis c'est tout Robin qui a réalisé ça. Puis ça finissait qu'on s'en va chacun à notre bord. Puis un mois après, on disait, c'est fini, on s'en va chacun à notre bord. Wow. Ouais, fait que ça a fini comme ça. C'était comment la séparation du groupe? Au départ, Ghislain a dit, garde, je pense. Et lui, on avait déjà commencé à écrire un nouveau spectacle, puis j'avoue que moi puis Francis, on est un vieux couple de création. Fait que des fois, accoucher des idées, ça devenait plus difficile, c'était plus laborieux, c'était plus long. Des fois, on pouvait parler trop longtemps au lieu de faire les choses, tu sais. Puis un moment donné, Ghislain a fait, garde, moi, parce que là, il y avait une affaire sur les droits d'auteur à Montréal, puis Ghislain, il est bien by the book, il travaille à l'UDA maintenant. Fait que, tu sais, il dit, pour les droits d'auteur, je pense que les auteurs ont moins que en région, je sais pas pourquoi à Montréal, puis parce qu'apparemment que ça coûte plus cher. En tout cas, Ghislain était comme, non, moi, je veux pas, je suis pas d'accord, puis il se battait pour ça. Puis finalement, il a dit, garde, moi, je pense que je vais arrêter les Chicken Swell. Ghislain, puis là, on a fait, OK. Puis ça a fait, peut-être qu'on était rendu là. Puis c'est sûr que c'est une séparation.
Puis, sur le coup, moi, je me suis lancé dans la musique pour dire encore que la musique m'a sauvé la vie. Là. C'est que j'ai fait un album, parce que c'est ce que j'ai dit, je vais faire un album de musique absurde qui s'appelle J'ai un poussin sur la tête. Fait que ça m'a sorti de... J'ai réussi à transformer, mettons, la tristesse de la rupture par un album créatif de musique. Puis là, la musique m'a sauvé la vie. Puis à partir de là, il y a des gens qui ont dit « Ah, tu viendrais-tu faire 5 minutes dans mon bar? » Je dis « Ah oui, mais j'ai des tunes. » Fait que là, j'ai commencé à faire des tunes. Puis le premier coup que je suis allé en solo, ça a été atroce. Puis j'ai dit après à Michel, j'ai dit « Je veux plus jamais faire de spectacle en solo. Ça marche pas pantoute, là. » Puis c'est chiant parce qu'ils disent il était dans les Chicken Swell. Puis je dis, je scrape le nom des autres gars. Puis ils font rien, puis c'était mauvais, là. Puis là, ben, j'avais un autre show le lendemain. Il dit, faut que tu y ailles, là. C'est à côté de chez vous. Je fais, OK. Oh, il a bien fait de dire ça. Il a bien fait. Oui, il a vraiment bien fait, tu vois. C'est ça. Fait qu'il m'a aidé beaucoup, souvent des phrases de même. Puis ma blonde aussi, elle m'a encouragé. Ma blonde, elle m'a dit, vas-y, c'est pas loin de la maison. Fait que je suis allé. Puis c'est ça. J'ai fait le show. Puis la veille, j'avais fait comme 13 minutes qui avaient été... Mettons, il y a 3 minutes qui avaient été pas pires, mais le reste était atroce. Puis là, j'ai pris le 3 minutes, puis je lui ai fait un 5 et quart. Puis ça a bien été. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu, il a dit « Hey, tu viendrais-tu à ma soirée du mois? » Je dis « Oh, oui, je vais y aller. » Fait que là, à partir de là, j'ai fait pendant 6 ans des shows solo jusqu'à temps que je sorte mon show. Tu sais, dans le fond, ça m'a pris 6 ans, puis ça m'a pris comme 1 an et demi avant d'être bien tout seul sur scène parce que c'était trop différent, faire de l'humour en solo, qu'en groupe, j'ai recommencé à zéro, là, à zéro. J'ai une expérience. C'est un métier, c'est vraiment un autre métier de stand-up. Oui, vraiment. Puis en groupe, c'est d'autres choses complètement. Même si tu es devant un public, c'est pas pareil, pantoute, là. Ben, c'est ça, être stand-up, il faut que tu sois capable de te revirer vers les gens et dire des choses aux gens. Nous, les Chicken Swell, on jouait avec un 4e mur, comme ça. On se revirait rarement pour parler aux gens réellement. Parce que quand on le faisait, c'était un personnage. Ouais, ou quand on animait les Olivier, on le faisait, mais c'était quand même c'est à la limite d'un sketch qui allait arriver un moment donné. C'était jamais comme hey, salut, là, tu sais. Mais moi, ça m'a pris à réapprendre à me revirer vers les gens. Ça a été vraiment dur pour moi parce que je savais pas comment faire. Puis j'étais comme, voyons, je jouais, puis ça marchait quand même, mais j'étais pas satisfait. J'étais comme, voyons, pourquoi? Il y a quelque chose, puis à un moment donné, c'est un lâcher-prise qui se fait que tu fais, OK, bon, là, OK, je me suis reviré. OK, là, je parle vraiment aux gens. Wow! Puis la communication se fait vraiment. C'est un dialogue. Quand ça se passe bien, le stand-up, c'est un dialogue. C'est un dialogue, que le rire et les paroles, c'est une communication comme ça. Fait que, un moment donné, j'ai comme catché que c'était comme ça que je me sentais bien de le faire, puis que je me posais pas trop de questions après avoir fait mon numéro. Je disais, right, c'était le fun en crime. Puis... Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, C'est comment animer le gala des Oliviers quand... C'est comment animer faire rire ceux qui font rire puis qui ont un sens de l'humour bizarre? C'est tough, animer les Oliviers. On l'a fait pendant 4 ans, puis c'était... Moi, ce que je tripais le plus, c'est que on avait des gens qui nous aidaient à réaliser nos sketchs. Ah, c'était fou! C'est vrai! C'est la première fois, ben oui! Ben là, on capotait, parce que d'habitude, c'est moi qui vais acheter des gagas, j'essaie de gosser des petites cochonneries, puis ça tient à part de la broche à foin. Hey, il y a des gars qui s'occupent des décors, ils nous font un iPad géant. Ils nous le font. On dit, hey, on voudrait un gars dans un costume de main qui va faire comme, puis il passe devant un iPad géant. Ils nous le font, puis c'est beau. Puis le gars qui est dedans, c'est un vrai danseur qui est super bon plutôt que moi qui a mal dans les jambes. Non, pas rapport, mais tu sais, qui l'a moins, disons. Là. C'est ça. Puis t'as pas fait l'école de cirque. J'ai pas fait l'école de cirque. Puis là, hey, je vais te conter quelque chose, mon gars. Go. Je sais pas, c'est en tout cas. Mais non. parlant de... Tu sais... parlant de cirque, là, le premier spectacle des Chicken Swell qu'on a fait, tu sais, quand j'étais le gérant, là, puis j'essayais de booker que mon frère faisait le son, mon père vient de Lac-Mégantic, puis ma famille vient de Lac-Mégantic un peu aussi, là, parce que mon père, puis j'avais des cousins là-bas, puis je m'étais dit, OK, on va booker la salle à Lac-Mégantic parce qu'on a des chances d'avoir un peu de public parce qu'on n'était pas connus. Fait que là, je book le spectacle-là, puis moi puis Francis, on avait pratiqué un sketch que je faisais un flip
avant d'entrer sur scène. Ben, dans un sketch, je faisais un flip, puis il me pitchait, je revolais sur mes pieds. Mais tu sais, je suis pas un artiste de cirque. On l'a pratiqué comme 10 fois sa pelouse. Je l'ai eu comme 6 fois. Fait que j'ai fait crime, je pense qu'on est correct. Hey, avant d'entrer sur scène, Francis, il dit « Oh, ouais, on le pratique-tu? Je suis un peu nerveux. » Je dis « Oh, ouais. » Là, il me fait un flip, puis je revole à pleine face. La dame recule, je saigne du nez, je suis en commotion. Mon gars, je vois juste comme un film de western, mais vraiment écrasé. Mon gars, je suis dans les toilettes. Tabarnak. Oh fuck. Puis là, vu que c'était toute la famille à mon père il a dit, bon, ben, crime, j'aurais pas le choix d'y aller. Mon père était venu voir le show, puis il m'avait dit que ça marcherait jamais. Puis là, il vient voir le show. J'ai une cousine qui me criait des affaires. J'étais sonné, mon gars. Je comprenais rien. Francis avait une extinction de voix. C'était le pire show de ma vie. Après le show, mon père s'en vient voir, puis il dit, je vous l'avais dit que ça marcherait jamais. Aïe! Mon gars, là, la route entre Lac-Mégantic et Victo, là, c'était la période de ma vie, le moment le plus dévastateur de ma carrière. C'est là que j'étais comme, ça donne quoi faire de l'humour? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi que je fais ça? Ça fait mal, hein? Puis ça fait mal. J'avais la gueule en T'avais mal pour... Tout saignait, j'étais fendu. Puis là, c'était mon père qui me dit « ça marchera jamais ». Je vous l'avais dit que ça marcherait jamais. C'est comme si... Mais il avait raison, ce soir-là, ça avait vraiment pas bien été. Mais tu sais, dans l'auto, en m'en revenant, j'étais démoli. Démoli, là, de tout. Puis c'est la fois que j'ai fait « est-ce que je fais encore de l'humour dans ma vie ou j'arrête? » Puis c'est la fois que j'ai... c'est arrivé souvent par après que je me disais, je devrais peut-être m'acheter un terrain puis boucher du bois, vendre du ou faire d'autres choses. Là. Ben, ça arrive aux semaines. Moi, à chaque 3 semaines, j'ai le... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vais trouver une gig là, facile. Là. Sauf que la vie nous ramène toujours vers ça. Non, moi, c'est le manque de diplôme et d'aptitude. Ça, c'est moi qui ramène. Sauf qu'en même temps, il y a beaucoup de monde qui ont fait des très grandes choses sans diplôme et sans aptitude. T'sais. Je comprends, mais c'est plus tough de trouver une job, mettons. C'est plus ça. Dans la société dans laquelle on vit. Moi, je suis pogné avec mon sens de l'humour. Fait que quand ça va pas bien, on va écrire d'autres jokes. Mais tu sais quoi, vous trouvez que je suis vulgaire, vous avez rien vu. Oui, c'est ça, ça fait du bien. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que ce moment-là, j'ai failli lâcher, mais c'est vrai que des fois, on remet en question notre métier parce que, puis chaque artiste est comme ça, tu sais. Souvent, là, moi, quand, mettons, je faisais des toiles, je faisais une toile, puis m'amener vers la moitié de la toile, je disais, voyons, pourquoi je fais ça? Puis pourquoi? Ça va-tu vraiment donner ce que je voulais que ça donne au départ? Puis finalement, à la fin, je fais comme, oh, wow, c'est super, tu sais, finalement, ça allait m'emmener ailleurs, tu sais. Fait que souvent, moi, me faire des toiles, ça mettait en perspective qu'est-ce que c'est de l'art vraiment. Tu sais, on dirait que tu doutes au bout, puis à un moment donné, tu peux être satisfait, puis après, tu l'accroches sur le mur, ou tu peux dire, ah ben, celle-là, elle m'amène à un autre toile qui va être meilleur. Ah, c'est beau, ça. Ça arrive, hein? C'est comme ça. Et c'était comment animer les Oliviers? C'était vraiment le fun. Pour vrai, moi, j'ai trippé. Puis c'est ça. C'était cool au bout. J'avoue que... Mais le côté stressant devant les humoristes, moi, personnellement, dans ma vie en général, je me suis jamais senti en compétition envers aucun humoriste. Puis je souhaite profondément le succès de tous les humoristes. Fait que moi, je l'ai vu comme ça quand on a animé les Oliviers. Puis c'était comme, OK, nous, on est les autres de la soirée. Puis c'est comment... laisser la place à l'humour. Puis, moi, ce qui était vraiment important, qui n'avait pas été fait avant nous, c'était de donner la place aux jeunes. Fait qu'à partir de tu sais, il y avait la catégorie révélation, puis nous autres, moi, j'ai dit, je veux absolument que les jeunes on fasse des vidéos avec eux autres pour les montrer à la télévision parce qu'on les voit pas assez souvent. Fait qu'à partir de nous, notre première année, les Chicken Swell, on a commencé à faire des vidéos pour les jeunes humoristes. Fait que les jeunes de la relève, il y avait des vidéos à c'est partir... resté, ça? C'est resté. À cette heure, il y a toujours des vidéos avec les jeunes humoristes. Fait que je suis super fier de ça. Puis, il y a quelque chose qui était un peu cocasse aussi, c'est que il y avait, moi, je voulais, quand ils ont demandé aux Chicken Swell, moi, j'ai dit, moi, je veux que ça soit un band de musique qui soit avec nous autres parce que je tripe sur la musique encore une fois. Puis là, j'ai dit, j'ai un de mes chums de gars de Victo, qui j'aimerais ça que ça soit lui qui, puis là, il disait, ben non, là, on le connaît pas, personne le connaît, là. Qu'est-ce que tu fais avec ton gars de Victo? Non, je te le dis. Puis là, personne voulait, même Francis qui connaissait, dire, ah non, on va prendre quelqu'un. Non, Christy, lui, c'est Francis Gaulin. Puis moi, il est merveilleux, ce gars-là. Puis là, je disais, si je veux que ça soit lui, puis
Puis jusqu'à 2 semaines avant, puis je voulais que ça soit lui. Finalement, il est tellement épais, ce gars-là. Mais c'est lui qui était là, finalement. Mais là, il arrive, parce que là, il vient rencontrer Louis Richard. Il dit, OK, mais on peut le rencontrer. Puis elle dit, j'aimerais ça juste voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Fait qu'il arrive avec son ordinateur, puis il dit, puis il fait comme le gars un peu nerveux, puis pas confiant. Puis même, j'ai pensé, peut-être qu'on pourrait mettre de la musique de même, puis maintenant, c'est une mauvaise, mon gars, là. Puis ça fait puis il dit, puis il continue à jouer sérieux, là. Puis là, Louise Richer, je l'avoue qu'elle est main. Qu'est-ce que je viens de faire? Finalement, il dit, ben non, je niaise. Fait que là, il s'en puis là, il dit, on pourrait mettre ça. Puis là, il était comme, oh my God! Oh oui, ça a été merveilleux. Puis moi, là, quand il a fait ça, au début, j'étais comme, il niaise, puis je faisais semblant que je ne savais pas trop, mais c'est est drôle. Puis après ça, il a fait les Oliviers pendant 4 ans. Puis après, il a été même le chef musical en mode Salvaille. C'est lui qui a été choisi pour faire ça parce qu'il a trop une belle attitude, puis c'est tellement un bon musicien. Là, fait que, wow! Ouais. Parle-moi une fois, il y a un livre. Je sais pas, une fois, il y a pas une des fois où il y a... OK, le livre. Parle-moi du livre, s'il te plaît. C'est l'accouchement artistique le plus difficile de ma vie, dans le fond. Oh, man. OK, je vais commencer par le début. Mon fils... il est en 2e année, puis il me dit, papa, tu veux-tu venir dans 3 mois, il y a notre activité d'école, on va aller d'un zoo, puis j'aimerais ça que tu nous accompagnes notre classe. Puis je fais, ben oui, parfait, je vais y aller, c'est sûr. Fait que là, on commence à écrire, on écrivait les Oliviers dedans, puis le numéro d'ouverture, c'est un livre en pop-up en 3 dimensions, que quand on l'ouvrait, les pages ouvraient, mais c'est 10 pieds, là. Fait qu'il faut que tu fasses un pop-up de 10 pieds en 3 dimensions. Puis, vu qu'on avait eu le gars qui avait fait notre iPad l'année passée, puis ça faisait 3 ans qu'on travaillait avec, c'était un des meilleurs pour faire les décors au Canada, là. Il est hallucinant. Il était bon. Puis là, il vient me voir, puis il dit, hey, les gars, finalement, je ferai pas le décor cette année parce que je prends mon année sabbatique parce que je sais pas trop avec le... Je sais pas trop. Fait que là, il dit, il y a elle qui va me remplacer cette année, qui est une femme merveilleuse, mais c'est sa première année qu'il faut qu'elle fasse un livre en pop-up de 10 pieds. Puis là, on fait construire le livre en pop-up. On écrit un sketch sur un livre, puis nous autres, il faut qu'on embarque là-dessus. Puis c'est un livre en pop-up de 10 pieds. Fait que je le rappelle parce que c'est... Chris, ça n'a pas de sens, ça. Fait que là, la journée que toute l'équipe, tous les boss, tout le monde doit aller voir le livre, le metteur en scène, on s'en va pour aller voir ça. C'est la journée que j'avais dit à mon fils que j'allais au zoo avec eux autres. Fait que j'ai dit à tout le monde, moi j'avais dit à mon fils que j'allais au zoo avec lui, puis sa classe, fait que j'irai pas voir le livre aujourd'hui parce que j'ai promis à mon fils il y a 3 mois que j'allais avec lui. Fait que là, je m'en vais au zoo, tout est le fun, puis là je reviens chez nous, j'ai comme full message, puis tout le monde dit on fait 2 semaines avant le gala, on fait pas le numéro d'ouverture, on fait plus le livre. Je suis comme, puis là je dis non, ben voyons, Francis il me dit OK Daniel, c'est correct là, j'ai écrit un autre numéro, on fait pas le livre. Je suis comme non, attends un peu, c'est pas ça là, non, on fait le livre. Non, on fait pas le livre, tu comprends-tu là, on a checké, ça marche pas à caméra, puis nanana, puis c'est sûr que ça marche pas. Je suis comme non, attends, hey, wow. Là tout le monde a pris les décisions, toute Radio-Canada a décidé qu'on ne faisait plus le livre. Ben tout le monde, le metteur en scène, puis Francis, les gens importants, disons. Puis là, moi, je suis comme, non, attendez, je peux-tu, attendez, là, wow, slacker, là, je peux-tu le voir? Attends un peu, je pourrais-tu aller le voir? Fait que, je suis allé voir le livre, puis là, le metteur en scène, à l'époque, il vient avec moi voir on s'en va à Radio-Canada, il est 7 h le soir. Moi, après, j'arrive, puis là, j'y vais le soir, puis le metteur en scène, il vient avec moi. Puis, il y a des détails que je pense que des fois, je serais peut-être mieux de pas y dire, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Fait que là, j'arrive, puis je dis, crime, OK, là, il me montre le livre, puis il disait que c'était pas assez grand pour que à l'écran, ça va avoir l'air trop petit, 10 pieds, puis à cause de la scène du Studio 42. Puis moi, c'est pas que je tiens à l'idée, c'est que je sais que mes reins t'offront pas. Mes reins, émotivement, ça t'offre pas parce que on est à 2 semaines du gala, puis tout le sketch est écrit, puis c'est pas le temps de changer à la dernière minute quelque chose, là. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus.
Fait qu'on change pas ça. On essaye de faire marcher ça dans ma tête. Fait que là, je fais comme, OK, non, regarde, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand on va ouvrir le livre, on va prendre des figurants en arrière qui vont faire sortir des affaires qui sortent du livre. Comme ça va être encore plus grandiose, ça va faire sortir. Puis là, il y a des affaires qui vont sortir partout dans l'arrière du livre, des nuages, puis tu sais. Fait que ça va devenir comme un pop-up, mais fois 15, tu sais, puis ça va devenir comme... Fait que là, finalement, je dis, oui, ça peut marcher devant l'équipe des gens qui s'occupent du décor. Puis je dis, oui, oui, ça peut marcher, oui, je pense que ça peut marcher, parce que, tu sais, si on fait ça demain... En sortant, le metteur en scène dit, mon tabarnak, esti, tu viens de me tirer dans les jambes devant l'équipe de Radio-Canada, t'es un estiché. Je suis comme, non, c'est pas contre toi. Non, Christ, esti, moi, je fais ma mise en scène, puis tabarnak, esti, tu viens de me tirer. Non, c'est pas contre toi, esti, je te le jure, c'est pas. Non, Christ, tu m'as gonné, esti. Là, je dis, non, c'est pas ça. Fait que là, je rappelle Francis, je dis, non, gars, je pense qu'on pourrait le faire, puis si on fait un pop-up, puis qu'on met ça à l'envers, puis là, tout à coup, là, il fait comme, ouais, ben, crime, pas fou. Là, je dis, Charles Ghislain, hey, garde, sérieux, si on fait un pop-up, puis là, j'ai réussi à convaincre tout le monde, puis tout le monde dit, OK, on le fait. Fait que là, on commence à répéter. Là, on répète avec le livre. Puis quand on répète, les pages cassent. Les pages cassent. Mon gars, j'arrive chez nous le soir, ma blonde, elle me dit, ça va-tu? Je me mets à pleurer à chaque fois qu'elle me le demande. J'ai convaincu tout le monde, puis je me suis fait insulter. Quelqu'un qui était fâché parce qu'il pensait que je voulais pas être, que je voulais être comme le metteur en scène, mais tu sais, je voulais pas être là. C'était juste. Puis là, après ça, là, je pleurais, ma blonde, elle me dit, ça va-tu? Non, ça va pas. Puis là, le matin, là, on recommençait à répéter, non, ça va être correct, let's go. Puis moi, j'ai mon gars, là. Et puis là, j'étais comme, let's go, ça va bien aller. Puis là, on rouvre, on pratiquait, paf, ça casse. La fille qui faisait le décor, puis qu'elle travaillait juste sur le lit, mais elle n'avait pas le temps tout de faire les autres affaires. Puis mon gars, là, est super cool, la fille, puis elle était tellement nerveuse, là. Elle venait là, dans les répétitions, là, Pétrin, là, elle s'arrachait la peau des lèvres, puis elle les mangeait pendant qu'elle checkait le livre, là. Puis quand même, je la checkais, je tabarnak, esti. Pauvre petite. Puis là, on répète. Puis là, la gang, les boss de Radio-Canada, ils disaient, ouais, on s'en va voir le numéro demain. Puis on est comme, tabarnak. À combien de temps du... Ben là, c'était genre le jeudi, puis on avait le show le dimanche. Fait que là, ça a pété comme 5-6 fois depuis le lundi, des répètes. Puis là, ils viennent, ça marche à 90 %. C'est encourageant. Fait que je fais comme, c'est la fois que ça a été le mieux à date quand les boss de Radio-Canada le regardent. Fait que là, on fait comme, oh shit, c'est cool en tabarnouche. On le répète 2-3 fois le vendredi, puis ça marche pas si pire. Puis là, le dimanche, dans la générale, le livre casse. Il est quelle heure? Il est 1h d'après-midi. Parce que vu que c'est un livre en 3D, il faut le lever un peu en angle parce qu'il ne peut pas tourner les pages. Puis après ça, parce qu'il faut qu'on... Quand tu tournes la page, il faut qu'il y ait un levier pour que ça devienne égal. Il y a du relief. Puis là, il a fallu qu'ils recommandent un dimanche après-midi un moteur pour lever un livre. Je sais pas où, puis qui est venu, puis ça a pris du temps. Finalement, après 3 heures, on a le moteur. Le soir, on fait le numéro. Tout a fonctionné. Je suis sur la scène. Après, j'ai fait, ça a marché. Ça a marché au complet, il n'y a pas eu aucun bug. Puis je me revire dans les loges. Quand je vois les gars qui transportent le décor, ça pète, ça casse. Bonsoir tout le monde, bienvenue au gala Les Oliviers. Man, asti... Plus jamais. Je veux plus jamais vivre ça, tu sais. Ça a été dur, là. Ça a été un accouchement. J'ai été déchiré jusqu'ici. Oh! Le livre! Le livre. Mais pour moi, félicitations! Ça a marché! Ça a marché, finalement. Mais... Vous l'avez eu? Ça a passé, ça a fait sans tabarnouche. Ben voyons J'ai eu la donc. chienne de ma vie. J'ai eu la chienne. Puis en plus, c'était dans le temps que Juste pour rire produisait la toune, qui produisait la pièce de théâtre Do, le do qui a bon do, et rayon de soleil d'or, la mélodie du bonheur. Il avait fait une pièce de théâtre de ça, Juste pour rire. Puis nous autres, on a dit, hey, on va faire une parodie de ça. Fait qu'on avait demandé les droits d'auteur à la famille pour chanter. C'était tous des enfants, mais c'était
c'était vraiment trash, les enfants, qu'est-ce qu'ils disaient. Puis là, à 2 jours avant, la famille a dit on veut plus vous donner la chanson. Il a fallu que je compose une chanson. Vulgaire. Ben non, style mélodie du bonheur, Oh, mon Dieu. mais avec des accords un peu différents. Fait que do, le do, il a do, 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 do. Tu sais, j'ai changé, puis ça a passé. Oh, man. C'est ton main de l'ouvrage. C'était beaucoup d'ouvrages. Mais c'était merveilleux, puis ça a été des expériences hallucinantes. Mais j'avoue que le livre, mais ça, c'est la plus difficile émotivement. Mais le reste, mettons, le iPad, là, c'est encore un des numéros que je suis le plus fier qu'on a fait. T'sais. C'était malade, le iPad géant, puis on tassait, puis c'était des vrais. C'était malade. Là. C'est un des numéros que je suis le plus fier. Puis même le cirque couché, que ça a été repris à American Got Talent, il y a pas longtemps, là, puis c'est le même genre d'affaire, mais qu'on a fait, puis qu'on a, en 2010 qu'on avait fait ça, puis je suis vraiment, c'est des choses, je suis fier des choses qu'on a faites avec les Chicken Swell. C'est des amis, c'est des amis de Victo qu'on est partis pour. C'est des gars d'une tercelle qui crient. Qui crient. C'est des gars d'une tercelle qui crient. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. On est des gars d'une tercelle 1984, 4 vitesses, qui crient. C'est des Chicken Swell. Génial. Je trouve que c'est une conclusion formidable. Merci, Daniel. Merci de ta générosité. Merci de ton talent. Merci énormément. Merci, t'es fin. Merci de ton écoute. Puis je suis content d'être venu aujourd'hui, puis de te voir, puis de jaser avec toi. Puis c'était le fun. Yeah, c'était un cool podcast. Yeah, merci. Je suis content que tu vas devenir ma maîtresse aussi.